Ils nous attaquaient parce que le feu ça brûle, parce que l'eau ça mouille et parce qu'il y a la famine dans le monde, quoi. On était responsable de tout, alors qu'à l'époque, on a juste une idée, quoi. Benjamin, tu n'as que 33 ans et déjà un parcours exceptionnel, 150 millions de levées, des centaines de milliers de personnes qui utilisent ton service. On a envie d'en savoir un peu plus sur toi et donc c'est parti pour l'interview Backstory. Benjamin, derrière le succès d'Ornicar, il y a une histoire. Tu es né à Châteauroux en 1988 et comme je l'ai dit dans ta bio, tu viens d'une famille aristocrate de province. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc tu es le dernier d'une famille de 4 enfants. Ta mère est maire de Dior. Alors pas la marque Dior, de la ville Dior. Et ton père est aussi maire d'un petit village, je crois. Alors tout ça, il faut le mettre au passé. Au passé, d'accord. Au passé, ma mère était maire de Dior et mon père était tout court et était aussi maire d'un petit village à côté. Donc, je l'ai dit en intro, tes parents sont exploitants céréaliers, mais toi, ça, c'était pas trop ton truc. Et quand on te pose la question de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie quand tu étais petit, quand on te posait cette question, tu te disais, je voulais être riche, je veux hacker le système. Est-ce que c'est commun de dire ça ? Alors, moi, effectivement, j'ai toujours été drivé énormément par l'argent. Alors, pas l'argent pour l'accumuler sur mon compte en banque, mais par l'argent comme accès à la liberté. Depuis très longtemps, j'ai mis un prix sur ma liberté. Ma liberté, ça veut dire faire ce que je veux, quand je veux, sans devoir reporter à personne. Alors, et quel est ce prix ? Alors, ce prix, c'est plusieurs. Le magic number. Non, mais il évolue avec le temps, parce que forcément, mes envies évoluent avec le temps, mais on est sur plusieurs dizaines de millions d'euros. Tu estimes que pour être libre, il faut avoir plusieurs dizaines de millions d'euros ? C'est mon critère, parce que j'ai donc aujourd'hui 2 enfants, une femme, j'aime beaucoup voyager. Et 20 millions, ça suffit ? 20 millions, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc voilà, donc ça a été. Moi, ça a été mon leitmotiv, c'est la liberté et financer cette liberté. Et donc, le seul moyen pour moi, soit c'était de gagner l'euro million, mais il y a quand même peu de probabilité, mais j'ai quand même beaucoup joué, soit c'était de monter une boîte et d'être entrepreneur. Alors, tu dis que tu es le petit bourge du village, mais ensuite, tu passes en 6e à Châteauroux. Et là, quel genre d'élève étais-tu ? Élève médiocre, je suis le petit bourge de la ville, mais je suis plus le seul. Autant dans mon village, j'étais un peu le seul, mais je me suis fait des copains, etc. Mais voilà, j'avais cette image-là. Et à Châteauroux, c'était toujours la même chose, toujours partie de ce milieu aristocrate, famille d'éducation catholique, etc., un peu bourgeoise, complètement bourgeoise, à Châteauroux. Et alors, quand tu as 14-15 ans, tu as un drame, un malheur frappe ta famille, tu perds ton papa. Comment gère-t-on une telle épreuve quand on a 14-15 ans ? C'est pas facile. C'est pas facile. Après, il était malade depuis quelques années, même si quand on est un jeune garçon, on se dit que ses parents sont indestructibles et immortels. C'est un choc, évidemment, mais ça a aussi beaucoup ressoudé nos liens avec mes frères et sœurs, nos liens avec notre mère, et donc ça nous a permis de monter en maturité certainement beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais pu faire si j'avais pas connu ce drame dans ma jeunesse. Alors ensuite, tu passes les concours pour les écoles de commerce, post-bac, et donc tu n'es pris dans aucune école, donc même pas les oraux, vraiment aucune école. Ouais, rien du tout. Et j'y vais full confiance, en disant pas besoin de réviser, c'est bon, ça va passer. D'accord. Et là, le résultat tombe. Et puis rien, mais je les avais toutes plantées, rien du tout. D'accord. Et là, il y a une anecdote marrante, c'est que tu tentes une admission parallèle, tu fais un BTS, tu tentes une admission parallèle, et là, par contre, tu réussis, donc tu n'es pas rentré par la porte, tu es rentré par la fenêtre, et là, tu entres dans une grande école de commerce française, donc à Le Remède, Marseille. Ouais. Tout à fait. Là, effectivement, je fais rapidement un 2 ans de BTS Commerce International, où on ne peut pas dire que je me sois vraiment tué à la tâche. Et là, cette fois, je révise un peu plus mes concours. Je présente. Je suis admissible à 3 écoles, donc Bordeaux, Marseille et Tours. Et je vais passer les oraux de Marseille. J'arrive à Marseille, je passe les oraux. Le cadre est extraordinaire, c'est au milieu des calanques, etc. Il fait beau, il y a les cigales. Et donc, je sors de l'oral et je dis, faut que je passe 2 coups de fil. J'appelle Tours et j'appelle Bordeaux. J'ai dit, je ne viendrai pas passer les oraux parce que c'est cette école ou rien. Et donc là, tu passes 3 ans à Marseille. Tu dis que ce sont tes plus belles années. Et puis, tu fais une année de césure chez SFR. Et ce n'est pas vraiment ce que tu avais espéré. Alors, c'est pas tout à fait une année de césure, c'est que je fais la fin de mon parcours en apprentissage. D'accord. En fait, je bosse pas beaucoup au lycée. Je bosse pas du tout en BTS,
Je bosse pas du tout en premières années d'école de commerce. C'est-à-dire que j'avais cours le lundi et le mardi matin, donc j'étais en week-end le mardi à midi. Et donc je me dis, ok, il serait peut-être temps de se bouger parce que vraiment, voilà, c'est plus possible. Et donc je finis ma scolarité à Euromed, donc qui est devenu Kedge, chez SFR en tant que business developer, etc. Super expérience, c'était à Aix-en-Provence, j'avais une voiture de fonction, etc. Donc j'étais un nabab chez SFR. J'ai eu une super équipe avec qui m'ont fait beaucoup progresser. Et ça m'a surtout permis de financer un voyage après ma scolarité, quoi. Benjamin, justement, en 2011, tu pars en backpack en Asie du Sud-Est et en Australie. Donc ensuite, tu rentres en France et tu trouves un job de business developer dans la fibre optique. Et ça se passe pas très bien avec tes patrons. Exactement. Enfin, d'après nos informateurs. Non, mais effectivement. C'est ça qu'on est bien informé. Hein. Ouais, très bien informé. Voilà. Très bien informé. Je vends un produit que je connais pas, je comprends rien, c'est trop tech. Okay. Mauvaise relation avec le boss. D'accord. Et je reste 14 ans. Et par contre, tu rencontres un collègue. C'était quelqu'un que je connaissais via le lycée. Qui était déjà un entrepreneur, qui avait déjà monté 2 boîtes et qui est venu me voir avec ce projet de logiciel pour les auto-écoles. D'accord. Et là, à partir de ce moment-là, c'est la galère qui commence, c'est le parcours du combattant. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Ouais, donc Alexandre, qui vient me voir à l'époque avec cette idée, en avril 2013, très vite on rencontre des auto-écoles qui nous expliquent qu'elles n'ont pas du tout envie d'avoir Internet dans leur formation, etc. Donc on pivote très rapidement pour être nous-mêmes une auto-école. D'accord. Et moi je suis encore salarié à cette époque, et j'ai une mère qui me dit il faut faire tes armes en entreprise avant d'entreprendre. Encore une fois, zéro risque, quoi. Ceinture, bretelles, parachute et gilet pare-balles. Donc je lui dis attends, j'attends de voir qu'il y a des preuves du concept. Et donc, on fait évoluer ce concept pendant l'été. Et puis, pendant l'été, on se rend compte qu'il y a un concours organisé par Xavier Niel, Marc Simoncini, Jacques-Antoine Grandjean. Ça s'appelle les 101 projets. Exactement. Et ils donnaient des tickets de 10 000, 20 000. De 25 000. Ouais, 25 000. 25 000 pour les entrepreneurs de moins de 25 ans. D'accord. Deadline le 25 septembre 2013. D'accord. On candidate à ce concours avec notre idée Ornica, à peu près l'idée d'aujourd'hui. Et on est sélectionné dans les dossiers qu'ils peuvent pitcher. Je crois qu'ils reçoivent plus de 3 000 dossiers. Ils en choisissent environ 300. Et on a 1 minute pour pitcher au Théâtre de Paris. Mon associé de l'époque pitch 1 minute, ça se passe très bien. Et puis, début décembre 2013, Marc Simoncini annonce sur Twitter les gagnants de 101 projets. Ouais. Et hashtag 001 Ornica. Et donc là, évidemment, moi qui attendais un signe pour pouvoir quitter mon boulot, là, c'était un coup de massue, mais dans le sens positif du terme. Et on s'est dit, OK, faut qu'on y aille. Si des entrepreneurs comme ces 3 monstres de l'entrepreneuriat français ont jugé qu'Ornica était un des meilleurs projets, ça veut dire qu'on est sur quelque chose d'énorme. Et donc là, on est début décembre. Moi, je quitte mon boulot, avec perte et fracas, mais je quitte mon boulot. Et avec mon associé de l'époque, on se lance et on crée la société, on crée la structure, on commence à communiquer. Et là, le début des emmerdes commence, quoi. Donc en 2013, tu es en pleine interview pour le Nouvel Obs et tu reçois un courrier du tribunal de commerce de Paris. Le tribunal de commerce, c'est pas du pénal, hein, mais tu risques du pénal. 50 000 € d'amende, 12 mois de prison et D'accord. Alors comment on en est arrivé là ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Des erreurs, ce qui est à peu près toute l'histoire que j'ai avec Ornicar. La première erreur, c'est on communique en janvier 2014, on communique sur cette victoire aux 101 projets, ce concours dont je viens de parler. Et là, on communique et on maîtrise pas du tout une communication, et c'est dans l'opinion à l'époque. Et le titre, c'est une citation de mon associé ou de moi, je sais plus, mais qui était « Avec Ornicar, on veut mettre fin aux raquettes organisées des auto-écoles traditionnelles ». Autant vous dire que quand vous arrivez, vous êtes un nouvel acteur, vous arrivez, vous insultez tout le monde, vous n'êtes pas très bien accueilli. Et là, on se fait défoncé. On reçoit des messages d'insultes, de menaces, ils veulent nous péter les genoux, etc. Je reçois des mails dans tous les sens. Et puis, on demande l'agrément pour être une auto-école. Encore une fois, une auto-école, c'est une société, une profession réglementée, il faut avoir un agrément pour être une auto-école. Et cet agrément, c'est un local de 25 mètres carrés, une voiture, un lecteur DVD et un enseignant de la conduite partenaire. Pas très compliqué, on monte le dossier, on le dépose, et effectivement, on s'attend à ce que, en avril, c'était à peu près la date de réponse, et donc là, interview avec le Nouvel Obs, et un huissier arrive, et je lui dis, c'est incroyable, c'est l'agrément, et tout. Donc je me lève, la journée, je me dis, ça pue la mise en scène, etc. Je dis, non, mais je vous assure, et j'ouvre la porte, je dis, mais il est gros quand même l'agrément, j'ouvre, et là, c'est l'assignation. Et l'assignation de 6 syndicats. Il y a 6 syndicats dans la profession, à l'époque en tout cas, et les 6 se sont mis ensemble pour nous attaquer. Évidemment, exercice illégal de la profession,
profession, nous attaquer parce que le feu ça brûle, parce que l'eau ça mouille et parce qu'il y a la famine dans le monde. Quoi. On était responsable de tout, alors qu'à l'époque, on a juste une idée. Quoi. Là, on reçoit cette assignation, et donc évidemment, je mets fin à l'interview en disant là, il va falloir que j'aille prendre un petit café ou un truc comme ça, qu'il faut que je m'asseye déjà. Et parce qu'on a 24 ans, quoi. Et on a 24 ans, on reçoit ça, on n'a pas de clients, pas d'euros de chiffre d'affaires, on a gagné un concours, ok, mais ça s'arrête là, quoi. Il a fallu digérer. Donc la première personne que j'ai réussi à joindre, c'est ni ma femme, ni mon associé, parce que je peux pas y dormir encore, et c'est ma mère. Et donc je lui dis, là, c'est l'enfer et tout, j'ai envie d'arrêter, j'ai fait une connerie, machin, etc. Puis après, mon associé, je retrouve mon associé, et il avait une grande force, il doit toujours l'avoir, c'est de transformer toutes les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. De voir l'opportunité dans chaque difficulté. Exactement. C'est une autre façon de le dire, t'as raison, c'est plus joli. Mais c'est dire, ok, s'il y a 6 syndicats qui nous attaquent alors qu'on n'est rien du tout, c'est qu'on est en train de mettre le doigt sur un truc énorme, etc. On va profiter de ce procès, de cette attaque pour le médiatiser, etc. Et alors, en 2014, vous avez un article du New York Times qui nous explique comment l'État français tue l'innovation. Donc, en vous bloquant, déjà, être en une du New York Times, quand même, c'est... Improbable. D'accord. Improbable. Improbable. Mais finalement, c'est arrivé parce que c'est à la suite de notre victoire au procès début juillet 2014. Et là, il y a une vague de presse hallucinante. Mon téléphone explose de journalistes qui veulent nous appeler. On fait des plateaux télé, des plateaux radio. On fait 300 parutions presse en un mois. Incroyable. Ça retombe un peu en août parce que tout le monde est en vacances. Et puis, fin août, on est contacté par une journaliste du New York Times. On se dit, pas possible, c'est une erreur, quoi. Et elle nous explique, et ça nous intéresse beaucoup de voir comment l'administration française bloque des innovations qui vont pourtant améliorer la vie de leurs propres citoyens. Et donc, on répond à toutes les questions de la journaliste, etc. Et puis, l'article sort le 29 août, je crois, marqué, ou 23 août. Et là, juste après, vous recevez un appel de l'Élysée. Oui. Vous êtes reçu à l'Élysée. Et nous, on pensait que c'était un rendez-vous classique pour nous, parce qu'on avait toujours notre agrément qu'on essayait d'avoir et tout. Et puis là, on arrive, et ils nous font asseoir, et ils nous disent, mais vous avez vu le bordel que vous avez mis. Donc on se fait défoncer en disant pas de French bashing, etc. Sur quoi on répond, on se démonte pas, on dit nous on raconte l'histoire qu'on a vécue. Et puis on sort de l'Élysée, on demande aux gardes à l'entrée, on dit est-ce qu'on peut avoir juste une photo dans la cour de l'Élysée. C'est extraordinaire. Encore une fois, 24 ans là. Et on prend cette photo, on la publie sur notre réseau Facebook Gornicard, trop fier en disant on se bat pour le permis pour tous, je sais pas quoi. Et alors là le lendemain, deuxième boulette, cette photo est reprise en, je crois, 2 ou 3e de couverture dans le Figaro, et avec comme titre « Les auto-écoles traditionnelles folles de rage », car ça fait 5 ans qu'elle demande d'être reçue à l'Élysée, alors que Ornica, 6 mois après sa création, a été reçue à l'Élysée. Et là, on se fait réappeler par l'Élysée. Cette fois, ils nous invitent plus à venir les voir. Et là, on nous dit plus jamais on a de contact avec vous. Vous êtes les pires entrepreneurs de la Terre. Vous allez nous faire un bad buzz. On va avoir je sais pas combien de temps pour éteindre un incendie. C'était François Hollande le président. À ce moment-là, c'était François Hollande le président. D'accord. Donc à ce moment-là aussi, vous levez 1 million d'euros quand même pour 0 de chiffre d'affaires parce que vous n'aviez pas encore l'agrément. Tout à fait. Donc vous avez 1 million d'euros et donc pendant 2 ans. Donc qu'est-ce que vous faites avec cette levée du coup? Pas mal de choses inutiles. On recrute des équipes alors qu'on n'a toujours pas d'agrément, donc pas possible d'avoir de chiffre d'affaires. Si, on fait un truc, c'est qu'on se dit, OK, le procès qu'on a gagné dit, vous avez le droit d'exercer pour le code de la route, mais pas le droit pour la conduite tant que vous n'avez pas d'agrément. Du coup, vous vous concentrez que sur le code de la route. On concentre sur le code de la route. Et là, vous continuez les photos, parce qu'on a une autre photo dont on voudrait parler avec toi. Exactement, on lance une pétition pour avoir l'agrément, etc. Donc en fait, quand vous voulez quelque chose, toi, c'est avec les photos, la pression sur les réseaux sociaux. Moi, je suis joueur et je déteste perdre. D'accord. Donc en général, je perds pas. Et si je perds, c'est que vraiment, j'ai tout essayé. D'accord. Est-ce que tu peux raconter ce moment où tu as l'agrément? On a fait, peut-être ça paraît parisien, on a fait une soirée aux planches avec toute l'équipe, à savoir 6 personnes. D'accord. Les planches à Paris, rue du Colisée. Exactement. D'accord. Mémorable. Vraiment, on a vraiment bien célébré ça. Okay. Et enfin, on est en avril 2016, on obtient notre agrément auto-école. Ce à quoi on a réussi à adosser un prêt BPI de 400 000 euros pour relancer l'activité, parce que j'avais plus d'argent, je ne pouvais plus payer de salaire, etc. Et là, l'activité, après être passée vraiment un poil de la mort, l'activité reprend, hyper croissance. Et c'est là ensuite que vous lancez les process de levée de fonds. Exactement.